Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Il y a presque un an maintenant, je vous publiais une vidéo essai, une des premières vidéos de la chaîne d'ailleurs, qui s'intitule La fantaisie baroque, où je vous parle en détail quel est ce genre très spécifique que j'adore. Et à la fin de cette vidéo, que je vous mets en haut, en bas comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, j'avais proposé une petite sélection de livres que je n'avais pas encore lus, qui étaient soit dans ma pile à lire, soit dans ma wishlist, qui me faisaient penser, au vu des couvertures, des titres, des résumés, ce que j'en avais entendu parler, à la fantaisie baroque. Et je me suis dit, pourquoi pas, là, faire une lecture, une sélection de lectures thématiques en allant piocher dans cette vidéo. Alors j'ai pas tout pris, malheureusement, sinon la vidéo aurait duré encore 40 ans. Mais ça, voilà comme j'ai choisi mes lectures ces dernières semaines. Alors vous allez voir que je me suis un peu trompée, toutes les lectures n'étaient pas de la fantaisie baroque, mais en tout cas toutes les lectures étaient très intéressantes et très réussie pour ma part, j'en suis vraiment heureuse et je vous présente ça tout de suite. Alors on va commencer avec du baroque, ça c'est un des classiques du baroque, pas de la fantaisie mais du baroque du théâtre sur les planches, un peu à la manière de Corneille en France, on a Calderon en Espagne avec La vie est un songe ou La vie est un rêve, ça dépend des traductions. Ici cette traduction est réalisée par Bernard Cessé. Je vous en ai déjà parlé parce que pour le coup je l'ai lu à la toute fin de l'année 2025 et j'en avais pas reparlé ici, mis à part dans mes Book Awards, mais c'est le moment de parler du baroque. Je fais des lectures thématiques baroques, il faut parler de La vie est un songe, c'est vraiment une découverte totale, je connaissais pas du tout, j'ai beaucoup de lacunes sur la littérature espagnole, j'ai encore pas lu Don Quichotte par exemple. Mais le baroque, vraiment dans l'essence même de ce qu'est le baroque littéraire, artistique de base qui trouve naissance ici au XVIIe siècle, il fallait que je commence en fait, par ce classique. Aussi parce que le concept de cette pièce de théâtre me faisait penser à une idée d'un roman que j'ai en tête, que j'écrirai, j'espère, un jour, qui serait une fantaisie baroque. Je vous explique ça tout de suite. On va suivre en fait dans La vie est un songe plusieurs personnages dont... Alors attendez, parce qu'ils ont des jolis prénoms, mais je vous avoue que je me souviens pas de tous précisément. On suit le roi Basile qui a un fils, le prince Sigismond, je pense qu'on dit comme ça, auquel il y a comme une sorte de prophétie qui dit qu'il deviendra un tyran. Et donc, pour empêcher ça, le roi Basile va enfermer son fils dans une tour, dans une prison, toute sa vie, pour empêcher en fait qu'il devienne ce tyran comme c'est prophétisé. Il va rencontrer au début de la pièce Rosor, je sais pas comment on dit, qui est une dame qui est déjà qui est travestie, qui est déguisée en homme et qui revient dans ce royaume pour une bonne raison. J'en dis pas trop. Et à partir de cette rencontre qui va changer la vie de Sigismond, il va enfin pouvoir en fait rencontrer quelqu'un de l'extérieur, sortir de cette prison et là va se poser la question, est-ce que oui ou non la prophétie va se réaliser? Est-ce que c'est une prophétie auto-réalisatrice telle que j'adore, à la manière des tragédies anciennes, par exemple le mythe d'Oedipe, c'est en voulant fuir en fait son destin funeste qui va le provoquer? Est-ce que c'est en voulant empêcher que le prince devienne un tyran que justement il va en devenir un? Vous voyez ce que je veux dire? Il va avoir une sorte d'expérience qui va être faite, comme si le roi, pris de remords, va mettre son fils sur le trône le temps d'une journée, voir comment cela va se passer. Et si, en fonction de ce qui se passe, il va être en fait rendormi et remis dans sa prison, comme si en fait cette journée passée sur le trône au pouvoir n'était qu'un rêve, n'était qu'un songe.
j'ai vraiment beaucoup aimé ces intrigues, cette interrogation sur, vous savez, l'essence. Ah, c'est quoi déjà? J'avais appris ça en philosophie. C'est de Camus, je crois. L'essence et l'existence. Vous savez, en fait, est-ce qu'on est défini par ce qu'on est ou est-ce qu'on est défini par nos actes? Il y a ce côté, bien sûr, de l'illusion qui est très propre au baroque. C'est pas pour rien que l'illusion comique de Corneille, ça en fait partie. Où on a ce côté, les personnages qui se travestissent, les identités révélées, ce côté-là, en fait, mise en scène, faire croire que la réalité est un songe, alors qu'est-ce qui est réel dans les actes, qu'est-ce qui est réel, en fait, dans l'être? Est-ce que parce qu'un être qui croit rêver fait des actes répréhensibles, est-ce que ça voudrait dire qu'il les ferait dans le monde éveillé? C'est hyper intéressant. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est ici sur la quatrième de couverture, une réplique de Sigismond. Qu'est-ce que la vie? Un délire. Qu'est-ce donc la vie? Une illusion, une ombre, une fiction. Le plus grand bien est peu de choses, car toute la vie n'est qu'un songe, et les songes rien que des songes. Ça me fait penser à une citation très célèbre de Shakespeare que j'ai plus en détail, que je vous remets ici. Mais voilà, c'est une superbe lecture qui est divisée en trois journées comme 3 actes. La traduction de ce monsieur, dont j'ai déjà oublié le nom, Bernard Cessé, est très réussie. C'est pas forcément écrit en rime, c'est du théâtre en vers, mais il n'y a pas forcément des rimes à chaque fois. Pourtant, ça se lit, ça s'entend, je pense, si on le voit sur scène, comme de la poésie. C'est vraiment très beau. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Rosor, cette dame qui prend plusieurs identités, qui va venir, qui veut se venger d'un amant qui l'a abandonné, mais qui a également, va retrouver en fait un père qu'elle croyait avoir perdu, parce qu'elle a un côté en fait enfant naturel, qui a été caché de la cour. Il y a le personnage de Clarin qui est ce valet comique, ce côté un peu bouffon qu'on retrouve dans beaucoup de pièces de l'époque, notamment chez Molière. On a aussi une infante étoile, je pense que ça doit être Estrella en espagnol. Ouais, c'est une lecture assez rapide que je vous conseille. Si jamais vous connaissez une mise en scène disponible sur internet, gratuitement ou même s'il faut payer, je serais vraiment très intéressée, j'aimerais vraiment découvrir en fait cette pièce sur les planches. Dans ma vidéo sur la fantaisie baroque, j'ai analysé 4 œuvres, dont une œuvre qui a été un véritable coup de cœur à l'époque que j'ai lu. Il s'agit du Chien Noir de Lucie Barat, que j'ai... Attendez, j'aurais peut-être dû vous le sortir... Hop, voilà, le Chien Noir de Lucie Barat aux éditions du Typhon. J'ai vu sur les sites de libraires qui va être d'ailleurs ressortir en poche aux éditions du Typhon. Du coup, c'est l'occasion, si c'est pas encore déjà fait, de vous le découvrir. Écriture gothique de Barbe Bleue, vraiment à la manière d'Angela Carter. Je vais pas m'attarder encore dessus parce que j'en ai déjà parlé dans toute une vidéo consacrée, mais lisez Lucie Barat. Et pourquoi je parle de cela? Parce que Lucie Barat a depuis publié un autre roman aux éditions du Typhon. Il s'agit d'un roman de ronces et d'épines. Et donc je l'avais sélectionné à la fin de ma vidéo parce que c'est Lucie Barat déjà, parce que le titre, l'ambiance, le résumé me faisait penser à du baroque, de la fantaisie, on est même sur du merveilleux plutôt. Dans tous les cas, je l'aurais lu parce qu'encore une fois, c'est Lucie Barat. Donc je me suis procuré, je l'ai enfin lu. Et j'ai adoré. Ce n'est pas du baroque, je pense pas. On est plus pour le coup sur ouais, du merveilleux, mais plus quelque chose qui va plus sur le médiéval. Je vous lis le résumé. Dans un château perdu à l'oreille d'une forêt mystérieuse vivent 2 sœurs jumelles. Avec pour seul allié leur nourrice, elles grandissent à l'ombre d'une jeune mère fantomatique au corps usé par de nombreux accouchements et d'un père
adolescent éternel qui ne pense qu'à son propre plaisir. Pour fuir leur vie recluse rythmée par les saisons, les deux sœurs s'adonnent à de dévorantes passions. La chasse pour l'une, la broderie pour l'autre. Mais dans cette forêt étrange et fascinante rôde un esprit vengeur. Devront-elles faire front ou se séparer pour vaincre ce qui veut les briser? Je vous en ai déjà parlé rapidement dans ma vidéo sur les livres parfaits pour le printemps, puisque le printemps est un personnage à part entière dans ce roman. Il est incarné, quand je dis le printemps, c'est à la fois la forêt, la nature, qui a vraiment un esprit qui devient comme un personnage. D'ailleurs, l'incipit, c'est ça, au commencement était le printemps, un beau matin de printemps. Et c'est un récit, c'est vraiment une expérience, voyez, un peu comme le chien noir d'ailleurs. C'est le genre de récits, d'histoires qui se vivent quand on les lit, mais c'est difficile d'en parler tellement que c'était particulier. Et je dis ça vraiment c'est un point positif pour moi. C'est un roman qui est à la fois déstabilisant et fascinant. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est un roman que je relirai sûrement, je pense. C'est une ode à la nature, aussi à la nature liée avec le féminin à travers les figures de ces deux jumelles, donc Ronce et Épine, la brune et la blonde. L'une qui va être fascinée en fait par cette nature, l'eau dehors, et qui va très tôt vouloir fuir en fait l'intérieur du château pour acquérir sa liberté dans la forêt aux alentours, qui va aussi plutôt vraiment pencher vers ce côté sauvage, le côté très Diane, Artémis, chasseresse, en voulant suivre les pas de son père lui qui n'a rien à faire d'elle parce que c'est une fille, et lui il voulait un garçon pour l'enseigner la chasse, l'art de la guerre. Donc elle a ce côté-là, j'aime pas forcément ce terme, mais garçon manqué, où elle devient un peu le fils que son père aurait voulu avoir, parce qu'elle va en fait s'habiller d'habits d'homme, faire des activités masculines comme la chasse, voilà. Mais ça ne suffira jamais pour son père. Le père qui est un personnage à la fois absent et présent par son absence et très détestable dans ce qu'il incarne. Et de l'autre côté, il y a l'autre jumelle qui est la blonde, la plus douce, qui va être plutôt le portrait de sa mère, qui va rester à l'intérieur du foyer et qui va broder. Et il y a vraiment tout un pouvoir autour de la broderie. En fait, ce qu'elle brode prend vie, ce qu'elle brode protège. Vraiment, il y a ce pouvoir. Et d'ailleurs, demain, au moment où j'enregistre cette vidéo, demain, je vais aller au musée de Cluny pour la première fois et j'ai hâte de voir toutes les tapisseries médiévales de l'époque, dont les fameuses dames à la licorne. Et ça m'a fait tellement penser à ça, enfin, et vice versa. C'est vraiment un roman qui est magnifique aussi, parce que comme d'habitude avec Lucie Barat, la plume vient sublimer le texte, voilà, le fond et la forme sont à la fois tous les deux fascinants. C'est une plume poétique comme d'habitude, mais plus parlée que celle qui était celle du chien noir. Il y a ce côté vraiment, les récits presque oral au coin du feu de ces deux sœurs. Et ce côté aussi chanson qui revient, refrain, un beau matin de printemps. On avait ça aussi dans le chien noir. C'est un roman qui, alors au fil des saisons, le temps passe et les saisons passent, mais quand le printemps domine, notamment le mois de Marie qui est le mois de mai. Alors bon, au moment où sortira cette vidéo, le mois de mai sera presque terminé. Mais voilà, si vous lisez, vous voulez accorder vos lectures avec les saisons, livre pour le printemps encore une fois. Avec des scènes assez aussi étranges et inquiétantes, presque horrifiques, cette nature qui est à la fois amie et qui bascule dans un côté
ennemi vraiment glaçant, le monstre dans les tapis dans les bois, ou aussi là ce côté un peu body horror de ce qui du végétal qui s'introduit sous la chair, que moi j'adore. J'ai travaillé dans Sous un cœur alimentaire, un de mes romans, qui est là. Et il y a aussi je pense qu'il y a plein d'interprétations. Faudrait que je relise, faudrait que j'en parle avec les gens qui l'ont lu. Mais ce côté aussi qui vient s'introduire dans le corps d'une jeune fille, je pense que la métaphore est évidente sur ces jeunes filles, ces petites filles qui deviennent adolescentes, qui deviennent des jeunes femmes. Là, il y a une fin qui est magnifiquement mélancolique et ouverte sur le destin de ces jeunes femmes qui, chacune à sa façon, cherchent une forme de liberté, l'une dans ses broderies à l'intérieur et l'autre dans le dehors. Ouais, c'est un petit ovni littéraire. Je n'ai pas été déçue, j'ai été déstabilisée, un peu dépaysée. Ça reste quand même une lecture, un roman qui est en inaccord, quoi. Poétique, mélancolique, inquiétant, magnifique, merveilleux, nature, destin de femme. Je serais curieuse d'avoir votre avis si vous l'avez lu, parce que je crois que j'ai besoin d'en parler pour essayer de comprendre un peu davantage. Ou peut-être que le fait de ne pas comprendre, ça fait partie de l'expérience et c'est normal. Ensuite, j'ai un beau bébé qui m'a tenu pratiquement tout le mois d'avril, alors que... Enfin, j'avançais lentement alors que j'aimais beaucoup. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Titus d'Enfer de Mervyn Peake. J'adore le nom de cet auteur. Wow. Et c'est le tome 1 du cycle de Gormenghast. J'ai de galère à dire ce nom parce que j'ai envie de le dire, je sais pas, à l'allemande, et j'ai envie de dire Gormenstadt ou un truc comme ça. Non, c'est Gormenghast. Qui est un classique du fantastique, de l'imaginaire anglophone, que je ne connaissais pas du tout avant que ça soit traduit donc chez les éditions Christian Bourgeois, qui réédite aussi le travail de Tolkien notamment. Et en fait, j'ai découvert sur la chaîne de Lorraine les mots de l'imaginaire. Et merci d'en avoir parlé, Lorraine, et merci à l'éditeur d'avoir republié cette trilogie. Parce que c'est... Waouh, pareil, c'est une claque, c'est... Je vais vous dire de quoi ça parle. Si jamais vous avez jamais entendu parler de Titus d'Enfer, il s'agit en fait d'une trilogie qui suit la famille régnante pas le duché, le comté. Voilà, j'arrive plus à parler. Le comté de Gormenghast, puisqu'on suit en fait la famille d'Enfer, où c'est une famille en fait de comtes. Et ça commence à la naissance de Titus, qui va devenir le 77e comte de Gormenghast. Ça, c'est le prétexte qui démarre à l'histoire, et en fait, on va suivre dans ce tome 1 les premières années de la vie de Titus, enfin la première année, ce que Titus donne son titre au roman, mais c'est un bébé tout au long du tome 1, on le voit grandir dans le tome 2, que je vais bientôt lire. Mais on va surtout suivre plutôt sa famille, donc son père, sa mère et sa grande sœur Fuchsia, et également tous les personnages qui vivent dans cette demeure, ce château Gormenghast, qui est vraiment, comment dire, une immense, en fait c'est vraiment un royaume à lui seul, plein d'une architecture gothique et baroque, et avec des tours immenses, des jardins, des arbres qui poussent à travers, si grand qu'on peut l'en marcher. C'est un labyrinthe, c'est vraiment une ville dans le château où on va suivre plein de personnages, en fait tous les petites gens qui servent la famille d'Enfer. On commence par exemple avec comment il s'appelle, Rodcote, que en fait c'est un monsieur. Son rôle en fait c'est de surveiller la galerie des immenses sculptures où il y a toutes les sculptures qui ont été offertes à la famille d'Enfer, et il est là en fait pour faire la poussière, et il est là, il fait que ça en fait de sa vie. Il reçoit jamais la visite de personne à part dans tout le début du tome 1 où le majordome vient lui annoncer la naissance du bébé.
et c'est tout, et tout le monde l'oublie. Et le roman commence sur lui et finit sur lui. J'adore à quel point il y a tellement de ces petites gens qu'on ne verrait pas et qui forment un tout, et ça fourmille de personnages. Il y a alors ils ont des noms un peu à coucher dehors que j'aime beaucoup, que j'avais mis dans mon côté fantasy baroque. Les personnages qui ont aussi des noms, des personnages marginaux, étranges, avec des noms ils s'appellent pas tous Robert, John ou Marie, vous voyez, vraiment des noms qui font fantasy, mais d'un autre temps, d'une autre époque, vraiment, comme Kraklos, Rothkok. Bon, Titus, c'est inspiré des empereurs romains, mais on a Fuchsia, Tombal, il s'appelle, donc Tombal c'est le comte, le père de Titus, il s'appelle Sépulcre en VO. Alors, il faut le dire à l'anglaise, mais ce côté vraiment pierre tombale, sépulture, le travail de... Comment il s'appelle? De Patrick Romeau est génial. Il a traduit les noms de famille, les noms de chaque personnage, parce qu'il y a des jeux de mots dans les personnages. Par exemple, le cuisinier qui est horrible, il s'appelle l'enflure. J'adore. Et ça fourmille, il y a un côté presque dickensien. Dickens aussi dans la description en fait de tous ces petits gens, ces serviteurs, les gens qui travaillent en cuisine et tout ça que j'aime beaucoup. Il y a de longues descriptions des différentes pièces du château et de l'habitude de chaque personnage. Et on peut trouver qu'il y a des longueurs, mais ça forme un tout vraiment édifiant. Et c'est pour ça aussi que je l'ai lu lentement, parce qu'il y a quand même quasi 500 pages, et finalement c'est des grandes pages, et c'est écrit assez petit. Et l'intrigue s'installe lentement. On comprend comment vont s'enchaîner les événements au bout de 100 pages. Mais les premières 100 pages, ça installe ce monde, ce microcosme, Ouais, et il faut que je vous parle du véritable héros, anti-héros, de ce tome 1 et des 2 premiers tomes, je pense. Il faut que je vous parle de Finlam, qui je pense je dis anti-héros parce qu'il commence comme un héros et tu comprends à la fin qu'il devient de plus en plus l'antagoniste. Et ça, j'adore. Et Finlam, donc c'est Steerpike en VO. Il travaille aux cuisines dans ce monde quasi souterrain où il fait toujours hyper chaud, c'est hyper gras. Il y a tous les petits marmitons qui travaillent comme des esclaves sous le joug de cet horrible chef des cuisines qui est l'enflure, qui est vraiment décrit comme un ogre. Et en fait, au début du roman, il va réussir à s'enfuir des cuisines. Et il va littéralement monter, littéralement et symboliquement, puisqu'en fait il va s'enfuir des sous-sols, il va s'enfuir, monter par les toits, et il va également, à travers cette liberté, ensuite continuer à monter socialement, puisque lui qui s'est enfui, qui est sorti des cuisines plein de gras, de sueur, dans son uniforme de petit cuisinier, qui va réussir à se faire une place comme un ambitieux, comme les romans du 19e siècle, comme un Julien Sorel par exemple, voilà. Et qui va monter. J'en dis pas plus parce que bon, je connais un peu la suite de l'histoire, hein. Mais et qui va ne pas hésiter à se salir les mains pour obtenir ce qu'il veut, prendre la place de certaines personnes auprès de la famille d'enfer. C'est un personnage que j'adore, Finlam, qui est fascinant, qui peut faire des choses
horrible et qu'on ne peut pas détester. Vous connaissez, si vous lisez certains de mes romans, si vous avez déjà lu certains de mes romans, vous connaissez mon amour pour ce genre de personnages. Et franchement, oui. Alors vraiment, c'est un roman, je trouve qu'il a fallu que je m'investisse du temps et de la concentration pour suivre tous ces personnages. Il y a un peu du Victor Hugo aussi, je me dis, parce qu'il y a un peu des digressions à la Totor, quoi. Parce qu'on va avoir tout un chapitre où on va suivre tel personnage, qu'on va revoir des chapitres après. Et puis tu comprends que tout le temps qu'on a passé sur tel personnage secondaire, qui des fois décède dans ce tome 1, tu comprends que ça va servir plus tard. Et ouais, et il y a ce côté, ouais, la baroque de cette famille, que ça soit le conte qui est hyper mélancolique, qui s'enferme en fait dans sa bibliothèque, la comtesse Gertrude, auquel j'ai pas parlé encore, qui a aussi ce côté un peu gargantuesque, qu'elle est décrite comme immense, avec une immense chevelure rousse, et elle a un caractère, mais vraiment, elle fait peur, quoi, elle est très sèche, et elle est très sèche, que ça soit avec ses enfants, etc. Elle est passionnée par les oiseaux, et en fait sa chambre, c'est vraiment la nature dans sa chambre, et elle a les oiseaux qui viennent se poser dans ses cheveux et manger dans sa main, ses épaules, et elle a aussi plein de chats, les magnifiques chats blancs qu'on voit là sur la couverture. Ah, c'est passionnant comme personnage, et moi j'ai eu un coup de cœur aussi pour Fuchsia, qui est leur fille aînée, qui est une adolescente de 14-15 ans, qui est vraiment... elle a un côté très... fille hyper gâtée, mais aussi fille hyper solitaire. Moi je pense aussi qu'elle est sur le spectre autistique, qui a ce refuge, genre ce grenier qui est vraiment son refuge, sa grotte, son secret, où elle a plein d'objets inanimés, comme un vieux grenier plein de poussière, et elle s'imagine plein de personnages en ce monde. J'adorais ces personnages grotesques, étranges, attachants dans leur étrangeté, dans leurs défauts. Et le personnage de... J'ai jamais arrivé à le dire. De Kraklos. Alors que c'est Monsieur Fuss, je crois, dans la première traduction, dans l'adaptation que j'ai vue. Bref, ce personnage vraiment de majordome, un peu burtonien. Moi, c'est des personnages très burtoniens, les noces funèbres, vous voyez. Ils sont lui, il est tout en longueur et en angle, Vraiment, il a des immenses jambes et qui grincent quand il marche. Et puis après, t'as la comtesse qui est comme ça. Moi, ça me fait penser au personnage dans les noces funèbres, quoi. Ça pourrait être adapté par Tim Burton, je pense. Et ce personnage du majordome qui est étrange, qui a une façon de parler gutturale, qui fait pas des phrases complètes, qui parle presque par mots, avec sa voix grave. Et c'est génial. Enfin, franchement, j'ai tellement hâte de lire le tome 2. Ça a été adapté en 2000 par la BBC. C'est une mini-série de 4 épisodes qui adapte les 2 premiers tomes. Puisque le 3e tome, Titus Alone, comment ils l'ont traduit ? Je sais pas comment ils l'ont traduit en VF. C'est vraiment autre chose encore. C'est une œuvre inachevée. Malheureusement, on n'aura jamais la suite parce que Marvin Peake est mort jeune et ça devait être toute une saga qui devait suivre Titus jusqu'à sa mort. Mais ces 2 premiers tomes ont été adaptés par la BBC avec Jonathan Rhys-Meyer qui joue Finlam. L'adaptation est disponible en VF sur YouTube si vous voulez. Et ça vous donnera un aperçu de cette esthétique très particulière, très justement baroque dans les personnages, dans l'univers, ouais. Lisez Titus d'Enfer, c'est vraiment... Je comprends pas que j'en ai jamais entendu parler jusque-là. Et enfin, je vais vous parler de ma dernière lecture pour cette vidéo. Il s'agit d'une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjan, publiée aux Forges de Vulcain. J'avais pu lui prendre aux Imaginales l'année dernière, donc j'ai ma petite dédicace. Désolée, il y a des enfants qui jouent dehors, vous les entendez peut-être. On entend les enfants dehors. Je vais fermer la fenêtre, attendez. J'ai tome 1 de la Tour de Garde dans ma bibliothèque, mais je voulais commencer par un one-shot de lui. Pareil pour Claire Duvivier, je commencerai avec un long voyage pour découvrir sa plume.
Mais je me suis dit pourquoi pas commencer par une base pour les grotesques parce que l'univers, ce que j'en lisais, c'est ce qui m'attire le plus dans son œuvre pour l'instant. Parce que pourquoi? Parce qu'on est en fait début 19e, vous voyez 1810-1815, dans une ville qui s'appelle alors Chattanooga, qui se trouve vraiment, vous voyez, l'Autriche, l'Allemagne, l'Autriche, l'Autriche, les Alpes, c'est ça, voilà. Je suis allée en vacances en Bavière l'année dernière, c'est évidemment ce genre de paysage qui me vend du rêve. Et ensuite, du coup, Johann von Capriccio, donc qui est originaire plutôt d'Italie et qui est venu, lui, étudier dans cette ville. Il fait des études de médecine, mais il est aussi artiste, donc en fait il va créer en fait des mannequins en fait en cire pour reproduire en fait l'anatomie humaine pour les études, ce qui permet de progresser en sciences pour mieux comprendre en fait les organes internes et externes, etc. Et on va l'appeler un soir pour qu'on rencontrait la femme du margrave, donc là, celui et la famille qui dirige cette ville. Puisqu'en fait, elle a un secret, cette femme. Elle a accouché d'un petit faune. Son bébé, en fait, a les caractéristiques d'un faune. Si vous connaissez la mythologie grecque, vous savez, c'est vraiment cette créature hybride entre un homme et un animal, un bouc. Et de là, va commencer plein de péripéties, parce qu'en fait, Johann va être engagé pour découvrir les raisons de la naissance de ce faune, et il va en fait être emporté malgré lui dans un conflit en fait politique et les secrets en fait de Chattanooga, une ville qui cache plein d'illusions. Donc il y a quand même un petit côté baroque dans ce côté illusion, art et grotesque. D'ailleurs, c'est le titre du roman. Quels sont les grotesques? En fait, c'est une ville, Chattanooga, qui allie les sciences avec ses universités de médecine et les arts, puisque dans la ville, il y a plein en fait de statues qui représentent des créatures des différents folklores européens qu'on peut voir un peu sous la couverture et qui sont un peu comme les saints patrons de cette ville en fait. Et ces grotesques en fait cachent un secret. Ces statues de pierre sont bien entendu beaucoup plus que des statues. Advice pour les grotesques, c'est un roman où j'ai changé mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Je vous avoue, au début de ma lecture, je m'étais dit tout ça pour ça, ça me paraissait assez simple, que ce soit la plume, la présentation du monde, les personnages me semblaient un peu clichés, etc. Et heureusement, au fur et à mesure de l'intrigue, ça s'étoffe, on apprend les secrets, on comprend les liens, et ce qui me semblait assez simple ne l'était pas. Par exemple, au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup de facilité scénaristique. Comme par hasard, oh, tel personnage est lié à tel personnage, comme par hasard, c'est pratique, et il y a des explications après. Bon, il y a quand même encore quelques facilités, par exemple, le personnage qui s'enfuit, qui tombe dans le lac, qui sort du lac, tout trempé ça, et comme par hasard, le grand méchant de l'histoire, le traître, est sur cette île, en train de parler avec un espion de Napoléon, et comme par hasard, elle, au même moment, elle entend cette conversation, et elle découvre que ça sera... Tu vois, au bout d'un moment, il y a des explications qui expliquent les facilités, mais celle-là, j'ai un peu du mal. Comme par hasard, elle est là au bon moment, quoi. Pourquoi il était à ce... Bref. C'est tout. C'est un défaut très mineur qui ne va pas vous empêcher d'apprécier cette histoire. Les points forts. Le concept de cet univers. C'est sans trop vous en dire, Chattanooga, ça emprunte au concept des utopies et des uchronies. Si vous savez pas c'est quoi l'uchronie, autopub, autopromo, j'ai fait un épisode de mon podcast dédié à l'uchronie avec Jérôme Accouche, je vous mets là le lien en haut, comme d'habitude.
ça mélange utopie et uchronie, donc c'est-à-dire réécriture historique, au tel point que au début, t'es un peu perdu. Tu dis ah on est à cette époque-là, mais ça correspond pas. En France, c'est pas ça qui se passe normalement, et là non plus en Allemagne. Et après, tu comprends pourquoi. C'est hyper intéressant. J'en dis pas plus. C'est une ode aux arts, aux différentes formes d'art. Que ça soit la peinture à travers Johann, les sculptures bien entendu avec les sculptures des Ligotex, mais aussi la musique. On a le personnage de Sibylle qui apparaît petit à petit, un personnage secondaire qui a l'oreille absolue, donc un côté, une passion pour la musique, qui voit le monde à travers la musique, les sons, les mélodies, et tout tourne autour de ça, j'ai déjà à dire, puisqu'on a cette valse, et tous les romans est construit en fait par trois. Il y a trois personnages principaux, Johann, Sophia et Renetta. Il y a une ouverture, et ensuite, après l'ouverture, on va avoir en fait, après cette espèce de prologue, on va avoir un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps, comme les valses qui sont à 3 temps. Il va y avoir des interludes, comme les interludes musicales. Il y a des personnages qui parlent sur un rythme musical. Tout est lié aux trois pratiquement. C'est hyper intéressant. Et ce motif de la valse, cette valse pour les Ligotex, va s'incarner de plus en plus, je vous en dis pas plus. Donc cette originalité de mêler la science à l'art, ça interroge sur la création aussi, entre le créateur, l'artiste et son œuvre, sur ce qui est réel, ce qu'on laisse derrière nous en tant que filiation, comme création. Il y a aussi des personnages très intéressants, j'ai beaucoup aimé Sophia. Alors au début elle faisait un peu cliché, c'est vraiment... vous savez, si vous imaginez le cliché de la femme forte et badass, au début c'est un peu ça. Vraiment, c'est une mercenaire, habillée en homme, cheveux courts, une bagarreuse qui tire avant de réfléchir, vous voyez. Elle a un peu ce côté tête boulée tout au long du roman, mais elle gagne de la profondeur au fur et à mesure par rapport à son passé, à son évolution, les choix qu'elle va faire, les liens qu'elle va créer avec d'autres personnages, notamment avec Johann. Et j'aime. Il n'y a pas de romance dans ce roman, c'est trop bien. Merci. Il y a aussi Renata, qui est le troisième personnage, qui m'a fascinée par son évolution. C'est celle à laquelle je me suis attachée le plus, qui est tout aussi forte que Sophia, sans être dans la bagarre et plutôt dans l'apaisement. Sans qu'on soit le cliché femme bagarreuse, femme toute douce, pas du tout. Celle qui évolue le plus. Je vais pas vous en dire trop, mais elle évolue vraiment. Ceux qui ont lu le roman, vous voyez. Et limite, j'étais frustrée parce qu'on a quelques bribes de son passé à Constantinople. Et j'aimerais en savoir plus, en fait, sur son passé, cette jeune femme qui a grandi dans l'Empire Ottoman. Enfin, je voulais en savoir plus. Bref. Et il y a Johann. Alors, Johann, c'est celui, je dirais, des trois personnages auxquels je me suis le moins attachée, parce que je trouve que niveau caractère c'est le moins incarné. Il est très passif et en fait il n'évolue pas et il se laisse porter par les événements en fait. C'est plus les actions des autres et l'histoire en elle-même qui va le faire interagir, mais c'est pas lui qui va agir sur l'histoire, vous voyez. Donc voilà. Ça reste quand même je l'ai pas détesté tout ça, c'est juste celui que je retiendrai le moins, je pense, même si on a quelques éléments de son passé qui se révèlent, qui expliquent un peu comment il est, mais pour moi, ça valait pas les autres personnages. Il y a deux personnages du coup qui sont fascinants, c'est Lucas et Ombeline. Si vous avez les personnages un peu... ces jumeaux omniscients qui semblent partager une seule âme sans qu'il y ait rien de bizarre, voilà, à la Game of Thrones, rien, mais plutôt ce côté presque alien, alien dans le sens aliéner l'autre, hein, pas dans le sens alien des étoiles. J'ai adoré ces personnages, leur évolution, comment ils interagissaient avec le monde. Tu comprends dès le début, hein, c'est pas un spoil, qu'ils ne sont pas humains. Voilà.
J'ai beaucoup aimé aussi la tonalité mélancolique de cette œuvre, cette fin, et une fin ouverte, mais ouverte comme je les aime, ça veut dire que ça ouvre sur autre chose et c'est au lecteur de se faire une idée. Moi, à ce moment-là, dans tout ce qui, dans cette région d'Allemagne, ce côté 19e siècle, ce rapport à l'art, à la mélancolie, à l'étrangeté, moi, ça m'a fait penser à la mélodie des limbes, et c'est pour ça qu'une fois que j'ai compris qu'on allait vers ce côté-là de l'art, l'illusion, la musique, etc., là, j'ai compris que c'est à ce moment-là, après les 100 premières pages, que je me suis dit, oui, j'aime de plus en plus, et au final, c'est une lecture que j'ai appréciée parce que c'est une lecture, vous savez, qui infuse en vous, qui j'y repense. Et sur le coup, ça n'a pas été un coup de cœur par rapport aux petits défauts que je vous ai donnés, mais j'y repense de plus en plus. Et ça, j'aime beaucoup les livres comme ça, parce que c'est des livres qui marquent sur la durée, qui prennent du temps pour s'imposer en vous, mais qui s'imposent. Donc voilà, j'ai vraiment... Ouais, je vous conseille Une valse pour les librotextes. Il y a tellement de choses à dire que je sais que j'ai oublié plein de détails, mais voilà, passez outre le fait que ça soit... Au début, ça semble simple, mais la plume est peut-être simple, mais elle reste poétique et belle. L'intrigue semble simple, les personnages semblent simples au début, mais la plupart parviennent à s'affranchir de ça et à gagner en relief. Le concept autour de Châtain Go, ce côté utopie, uchronie, illusion, ville illusoire, voilà, je vous en dis pas plus, mais vous avez compris l'idée. Est hyper intéressant, m'a un peu perdue. Il y a certaines choses que je n'ai pas compris dans les règles de ce monde, comment ça peut marcher. Je serais ravie de d'en parler avec vous si vous l'avez lu, mais je pense notamment la cohésion entre ceux qui vivent dans Châtain Go et ceux qui vivent à l'extérieur de Châtain Go. Je comprends pas tout. Mais si on passe outre tout ça, je me répète, je sais, ça, j'ai pas de notes, donc mon avis est sans queue ni tête, désolée. Si on passe outre tout ça, on a quand même une déclaration d'amour à la fois aux sciences, aux arts, en fait, au savoir, que ce soit les sciences humaines ou les sciences vraiment, tout ce qui est scientifique, la médecine par exemple. C'est une très belle réussite et je suis contente d'avoir mis la main sur Une valse pour les grotesques. Et voilà, j'ai terminé. Encore une fois, je suis désolée pour ces avis complètement décousus. Je n'avais pas pris de notes, j'aurais dû. Du coup, je suis un peu partie n'importe où. J'espère que vous avez réussi à avoir quand même une idée globale de ces lectures. Mais en plus, la plupart, faut pas que je vous divulgage trop, parce que ça va vous gâcher le plaisir. Faut limite y aller à l'aveugle. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que j'ai beaucoup adoré ces 4 lectures. Elles ont toutes des éléments de baroque. Certaines sont du baroque, d'autres vont être plutôt sur du merveilleux. Ici, on va avoir un peu de baroque, mais aussi du romantisme. Je ne l'ai pas sorti, puisque début 19e, ou en Allemagne, romantisme, bien sûr. Et ici, on a ce côté vraiment fantastique, gothique. C'est pas de la fantaisie, on va être plutôt sur du fantastique, baroque. Donc, il y a un peu de tout. J'étais pas trop à côté de la plaque. J'espère que cette lecture vous a plu. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la fantaisie baroque si c'est pas déjà fait. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller voir mes autres essais vidéo et mes autres updates lecture. Moi je vous dis à dans 2 semaines normalement. J'ai un peu ralenti le rythme des vidéos puisque je suis en déplacement pour le travail dans les prochains jours. Je ne serai pas chez moi pendant 8 jours, donc je ne pourrai pas filmer. Mais on se retrouve très bientôt et j'espère que de votre côté vous aurez de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu dernièrement, si vous avez lu ce que j'ai lu, qu'en avez-vous pensé, ou juste mettre un petit commentaire, un petit emoji pour me soutenir pour le référencement de la vidéo, un petit j'aime, vous abonner, partager, vous connaissez la chanson. Merci de me suivre, je vous fais de gros bisous
et à bientôt!